T'as fait MVP du championnat d'Europe? Ouais, U16. Alors que tu prenais pas le basket au sérieux? Non, ouais. C'était fou, hein. C'est énorme. Ouais, oui, c'était fou. Et du coup, ouais, bah, je me dis, il y a un truc à faire, hein. Ouais. Et vous avez fini contre la G-League? Et après, on a fini les 2 fois qu'on a G-League. Avec le mec qui l'ouvrait au temps Oui, mort en oui. disant que c'était de la merde l'Europe. Et... Ouais. Et maintenant, il a signé en Europe. Premier, je Et mets... attends. Tu prends le rebond, ils Ouais. font faute. Qu'est-ce que tu te dis? Oh, mec. En plus, je suis de l'autre côté, donc la marche, elle est longue, hein. Oh là là. Comme un gars qui va sur le green du 18 au golf, Ah oui, qui a oui. le putt. Ouais, c'est ça. Kylian, bienvenue pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue avec quelqu'un qu'on connaît bien et en même temps assez peu dans le basket français. Donc très content de t'avoir parmi nous. Ouais, merci de m'avoir. Ça fait plaisir. Je connais mieux ton frère, Ouais. contre qui j'ai souvent joué. Et je t'avoue que c'est assez marrant de voir quelqu'un qui lui ressemble comme ça, mais t'es aussi différent. Bah, j'ai Et- des cheveux. Alors, ça, il va aimer. Ouais, il va aimer. Il va aimer. Avant d'en savoir un peu plus sur toi, de retracer un peu ton parcours, les hauts, les bas, dis-moi un peu d'où est-ce que tu viens et comment t'as commencé le basket. Ouais, je viens de Cagnes-sur-Mer, Côte d'Azur. Donc, ouais, commencer basket et volley en même temps. Parce que toute ma famille, c'était plutôt volley d'ailleurs. Ok. Donc, vraiment, on a grandi dans les salles, tout le temps, ballon dans la main. Et Kim, c'était le premier à faire du basket. Après, Kevin aussi l'a fait. Mais Kevin, il était pas assez dur. Il était pas assez dur pour le contact. Il Ok. était obligé de faire du volley. Donc, et ça a bien marché pour lui. Et après, ouais, du coup, ouais, moi, j'ai fait les deux. Et au bout d'un moment, je t'avoue, j'étais meilleur au volley. Mais au bout d'un moment, il fallait choisir. Et j'ai choisi basket parce que... Mais moi, je sais pas. Hein. La passion. La Tout passion. simplement. Et aussi, je pense, j'ai vu Kim plus jouer à haut niveau jeune, tu vois. Ok. Ça m'a donné plus envie de jouer. Ok. Et tu l'as dit, tu viens d'une famille qui a tout gagné dans le volley. Tu vois, en préparant l'épisode, je suis allé voir un peu le palmarès. Je savais que ton père avait un palmarès comme ça, ton frère aussi, mais je pensais pas à ce point-là, tu vois. Je pensais Ouais. pas qu'ils avaient vraiment tout gagné. Mais le nombre de médailles, c'est impressionnant. Toi, quand tu étais plus petit, t'avais conscience, tu vois, de faire partie d'une famille de sport aussi, j'allais dire intense, mais non, plutôt aussi avec autant de succès, on va dire. Ouais, quand même, hein, parce que bah, je voyais les médailles à la maison. Mais est-ce Donc- que ça te semble normal? Tu sais, quand t'es petit, tu peux aussi dire ça semble normal, tu vois. Parce que t'es Ouais. petit, tu te rends pas compte de Bah ce que oui, c'est gagné. ça. Moi, je me rendais pas compte. Hein. Ok. Je pensais que c'était normal. Après, moi, c'était quotidien. Je t'ai dit, je voyais les médailles et on était tout le temps dans la salle. Donc, ouais, moi, je me rendais pas compte. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, Quand tu sais ce que c'est gagner, c'est à quel point c'est dur de gagner Ouais. rien qu'un championnat d'Espagne, de ouais, de France. tout. Et là, tu parles de Jeux Tu Olympiques. pars de JO, Kevin, 2 médailles d'or, mon père aussi, médaille d'or. Donc, ouais, c'est des accomplissements de fou. Et tu disais que tu étais meilleur au volley. Euh, Ils ont essayé de te... Bah, ma mère, elle voulait que je parce que c'était ma coach au volley, donc elle voulait vraiment que je reste. Et même ils me voulaient au centre national, tu vois, aussi, à C'est Montpellier. l'INSEP aussi? Non, c'est à Non, Montpellier. ok. Et, mais bon, ouais, ils ont pas réussi. Et mon père, il voulait plus que je joue au basket, je pense. Pourquoi? Tu penses un peu moins de pression, peut-être? Non, ouais, peut-être pour lui, je sais pas. Parce que ouais, il y avait quand même la pression sur Kevin. Avec mon père. Mais c'est pas pour ça, je pense qu'il savait il pensait que j'allais plus kiffer le basket. Et Ok. ça a bien marché. Et justement, c'est quoi donc grandir dans une famille, tu vois, avec autant de succès au quotidien? Dans le sens, tu vois, on voit beaucoup de parents au bord des terrains, tu sais, Ouais, je vois. à crier, donner Ouais. des consignes, et mon fils ci et mon fils ça. À quoi ça ressemble plutôt, tu vois, chez les Tilly à Moi, l'époque? nous, c'est pas du tout comme ça. Et mais moi, j'ai vu ça en grandissant, tout le temps, les parents, tu vois, relous, à gueuler, à les engueuler s'ils font un mauvais match et tout. Moi, j'ai jamais eu ça parce que bah, eux, ils connaissent le haut niveau, ils savent que ça arrive, tu vois, et ils mettaient pas la pression. Et alors, ouais, je pense que c'est pour ça que tous les 3 frères, on a réussi à aller au haut niveau parce qu'ils mettaient pas la pression et ils nous laissaient faire ce qu'on aimait faire. Moi, je leur dis merci pour ça parce que j'ai vu beaucoup de parents qui ont détruit des carrières, je pense. Hein. Ouais, moi, c'est pareil. Je pense Ouais. que j'en ai vu énormément et ils se rendent pas compte, même quand ça part d'un bon sentiment, tu vois. Ah oui, Mais tu vois, même les parents qui encouragent à la mort, tu vois. c'est trop. Ça te donne trop de pression aux Ouais, enfants. calmez-vous. C'est trop tôt.
Ouais. Calmez-vous. Mais tu vois, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que je me suis dit, bon, honnêtement, je savais pas, mais j'en étais pratiquement sûr, en fait, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça fait tellement de sens. Et c'est vrai que la pression que des fois, il y a des jeunes. Et souvent, j'ai l'impression que je pense que c'est peut-être les parents qui n'ont pas réussi leur. Quand je dis réussir, ça veut dire pas forcément être champion olympique, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, moi, j'ai réalisé mon rêve, tu vois, d'être basketteur professionnel. Donc si maintenant, mon fils, il l'est pas, bah, je serais déçu pour lui, mais j'ai pas besoin qu'il me venge, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est exactement ça. Ouais, c'est les parents qui ont voulu jouer à haut niveau et maintenant ils mettent toute la pression sur leurs enfants et ça fait l'effet inverse. Et est-ce qu'il y avait on te donnait quand même des conseils, tu vois, sur ce que c'était un peu le haut niveau? Travailler plus que les autres, je sais pas, peut-être un peu jeune pour prendre soin de ton corps, etc. Mais tu vois, Ouais. des conseils plutôt axés sur la performance. Si, moi, mon père, il disait toujours le travail paye. Et il répétait ça parce que fallait toujours travailler pour payer. Parce que nous, même on avait beaucoup de talent, fallait quand même travailler plus que les autres pour avoir du succès, tu vois. Hmm. Et après, mes parents, ils essayaient de me donner des conseils de basket. Bon, après, je les voyais shooter, ils n'arrivaient pas. Enfin, ils étaient meilleurs en passe de volée, ils y arrivaient, mais après, donc j'écoutais pas trop les conseils de basket. J'écoutais plus Kim, tu vois. Mais bon, c'est quand même, ils avaient beaucoup de conseils, surtout au niveau du corps, plus tard, quand j'ai eu quand même plus de blessures et tout. Ils m'ont donné beaucoup de conseils sur prendre soin de son corps et tout, donc surtout mes frères aussi. Et justement, donc c'est Kim plutôt qui t'a un peu enseigné les fondamentaux, ou t'as eu des coachs plutôt jeunes qui t'ont pris sous leur aile et qui t'ont appris tout ça? Un peu des deux, parce que tu vois, Kim, j'ai pas vraiment grandi avec lui, il a 10 ans de plus que moi. Hmm. Ah, c'est énorme, ouais. Ouais, donc moi c'est surtout, j'ai regardé tous ces matchs, Euroleague, et j'ai appris un peu comme ça, tu vois, parce que sa dureté et son intelligence de jeu, après à chaque fois que je le voyais, on parlait quand même basket. Et ouais, je voyais qu'il était vraiment intelligent dans le basket et ça m'a aidé à essayer d'être pareil, quoi. Hmm. Donc ouais. C'est le premier. Moi, j'ai joué contre lui ouais, je t'avais dit, j'étais à Chalon. Déjà, moi, j'arrive, je suis encore tout petit, tout frêle. C'est le premier blanc que j'ai vu sauter, gros. Ah oui, c'est un athlète. Hein. Et c'était incroyable. Cette équipe de Paris où il y avait que des monstres. Et là, tu vois un blanc, tu te dis, lui, il doit être. Et là, il met la tête à l'anneau. Impressionnant. Tu vois, genre, t'as 15 ans, le gars, il a 17 ou 18 ans. Ah, c'était vraiment impressionnant. Et c'est vraiment tous les gens avec qui j'ai. Tu vois, ça revient à l'éducation. Ce matin, l'entraînement, je sais plus, je parlais de temps à un moment sur un. Il dit, ça se voit que c'est un Tilly. Toujours bien éduqué, tu vois, comme son frère, etc. Et c'est vrai que ça, on en revient à l'éducation, aux parents. Tu vois, Kim, j'ai l'impression que tout le monde a toujours dit que du bien de lui, tu vois. Et ça, c'est top. Pour revenir sur le volley, je vais toujours poser une question. Est-ce que tu fais du volley parce que tu sautes, ou alors tu vas au volley et on t'apprend à sauter? C'est une bonne question. Je pense les deux. Hein. Non, je pense que tu apprends vraiment à sauter avec les bras. Tu sais, tu apprends vraiment à faire l'élan de saut. Et je pense après, tu sautes tellement aux entraînements. Non, mais moi, c'est une vraie question. Ouais. Je me suis toujours demandé si j'avais fait du volley quand j'étais plus jeune. T'aurais du jus maintenant? Peut-être pas comme vous, tu vois, mais est-ce que j'en aurais plus, tu vois? Et à quel point j'en aurais plus? Parce que c'est, tu vois, même dans l'apprentissage pour les enfants, tu vois, je sais que moi, mon fils, je l'ai mis à l'athlétisme parce que ça me semble super important. Faire des gammes, des trucs comme ça que, moi, j'ai pas eu. Tennis, les déplacements latéraux, et ça te permet de t'amuser, voir autre chose. Mais le volley? Donc, vas-y, je te dis, ça va l'apprendre à sauter. Okay. Hein. Et si mon fils il dunk un jour, je serais vexé. Ouais, non, je te jure, t'apprends. Tu sautes tellement que ça t'apprend la vitesse de pied. Et moi, c'était un avantage. Hein. Quand j'étais jeune, je sautais plus que maintenant. Mais tu faisais des exercices déjà aussi quand t'étais jeune par rapport à ça et tout? Pas vraiment, tu joues au volley. Après, nous, tous les étés, de 12 ans à 18 ans, j'étais sur la plage, jouais à beach volley toute la journée. Ouais, donc indirectement. En plus, sur le sable, tu vois, tu sautes encore plus, tu vois, t'apprends. Je crois que le beach volley, c'est un des sports les plus durs. Ah ouais, c'est dur. Hein. Mais après, tu vois, quand t'es sur un terrain dur, c'est facile. Ouais.
Merci. Ouais, Mélo, beach volley. Et derrière, tu fais c'est quoi la suite de ta carrière en jeune avant d'arriver à l'INSEP un peu? Donc, vers 14 ans, je dois choisir le basket volley, donc je choisis basket. Ah, c'était que à 14 ans en plus? Ouais. Ok. Ouais, parce que je kiffais faire les deux. J'avais 5 entraînements par semaine, 3 baskets, 2 volleys, tu vois, j'enchaînais. Ok. Et après, je vais à Antibes, centre de formation. Je fais une année où j'étais blessé, donc ça marchait pas trop. Après, j'ai fait une année quand j'avais 15 ans en U18. Ok. Et là, on fait champion de France U17, tu sais, la Coupe de France Ouais. à À Coubertin. Bercy. Ah, c'était pas à Bercy? Non, Coubertin. Ok. Ouais. Et donc, on gagne ça. Après, je me fais appeler en équipe de France U16 pour la première fois. Et on fait champion d'Europe avec Adam qui est ici et Yves Ponce. Et Fred qui était assistant coach aussi. Ah, donc il y avait toi et Yves Ponce Ouais. dans la même raquette. Ouais, oui. C'était du volley là. Oui, non, ouais. Avant, je sautais. Non, on avait une équipe de fous. Il y avait Franck, il y avait tout le monde. Il y avait Baptiste, tu as fait. C'était bien. Et ouais, du coup, on gagne ça. Et je fais MVP aussi. Alors que, tu vois, je prenais pas le basket au sérieux. Ouais. Et là, du coup, je me dis dans ma tête, faut que je continue. Il y a un truc T'as à fait faire. MVP du championnat d'Europe Ouais, U16. alors que tu prenais pas le basket au sérieux. Non, ouais. C'était fou. Hein. C'est énorme. Ouais, oui, c'était fou. Et du coup, ouais, je me dis, il y a un truc à faire. Hein. Ouais. Et donc après, l'INSEP m'appelle, donc je vais à l'INSEP les 2 années d'après. Ok. Et ouais. Et là, du coup, tu parlais de pas prendre le basket au sérieux. Là, tu rentres comme dans une structure où tu fais que basket toute la journée. T'as réussi un peu trop même. Ouais, bah voilà, c'était ma question. T'as réussi justement à garder, tu vois, cette légèreté un peu qui te caractérise ou alors là, c'était limite un peu bon, basket toute la journée, laissez-moi faire autre chose des fois aussi, quoi. Ouais, je pense que c'était trop jeune, trop too much. Ouais. Ok. Ouais, c'était abusé. Enfin, on avait des emplois du temps de fou, quoi. Ouais. On se réveillait super tôt, entraînement matin, bouffe, entraînement à l'après-midi, études le soir, et après tu Rebelote, quoi. Et moi, du coup, j'ai eu énormément de blessures. J'ai eu des blessures je pense à cause du rythme et à cause de tout ça. Hein. Et du coup, j'ai pas beaucoup joué à l'INSEP. J'ai pas eu une expérience très bonne niveau basket. Après, niveau humain, c'était vraiment top. Après, niveau études et tout ensemble, c'était quand même top. Hein. Ça m'a bien aidé. J'ai eu mon bac, c'était top, tu vois. Le niveau basket, entre le rythme, les entraînements, vous jouez aussi en N1? Ouais. Vous gagnez jamais? Moi, j'ai jamais gagné un match. C'est fou, ça, quand même. Et après, c'est quand même déprimant, quoi. Ouais. Donc, tu te vas au match, tu dis que tu vas te faire tuer par des darons de 30 ans et ils font 120 kilos. Toi, tu fais 80 kilos, 90. Donc, ouais. C'était différent. Mais bon, ça nous a appris à perdre. Mais t'arrives quand même à cet âge-là, enfin, t'es jeune. Maintenant, bien sûr, avec le recul, tu te dis ça m'a appris des choses, Oui. dans la défaite, ça m'a appris à rebondir. Mais est-ce qu'à cet âge-là, tu arrives à avoir le recul quand même nécessaire, tu vois, pour en tirer quelque chose? À cet âge-là, c'est compliqué. Ouais. Mais oui, c'est sûr que maintenant, toutes les expériences ont été utiles pour moi. Tu vois. Même, ça m'a appris à prendre soin de mon corps, mes blessures, parce que ouais, il fallait faire ça, quoi, pour revenir sur le terrain. Et derrière l'INSEP, t'es peut-être un des premiers Français, peut-être pas le premier, mais un des premiers qui décide d'aller aux États-Unis. C'est quoi un peu ton cheminement, ta réflexion, tu vois, de pourquoi tu vas aux États-Unis, alors que je pense que tu avais tous les clubs en France qui te voulaient aussi, quoi. Ben moi, avant que j'arrive à l'INSEP, je leur dis, après l'INSEP, je vais aux États-Unis obligé. Ok. Donc vous me laissez partir. Bah, au moins c'est clair. Au moins c'est clair, tu vois. Et ils ont accepté et ça s'est fait, quoi. Parce que Kim, il était aussi allé il était à Utah, lui, ça? À Utah, à l'université d'Utah. Mon autre frère Kevin aussi, il a il est allé à Irvine. Enfin, au début le Canada, après à Irvine. Il a gagné 2 championnats américains universitaires. Et moi, je suis allé les visiter toute ma jeunesse. Et... T'as kiffé, quoi? Ah, j'ai kiffé. Faut que j'y aille. J'avais 13 ans, je suis allé dans une soirée de Kevin à Newport Beach où il jouait au beer pong et tout. À 13 ans. J'avais 13 ans. Mes parents, ils me laissaient aller, tu vois.
Et je me dis, je suis obligé de venir. Ah oui, c'était le paradis. Et du coup, ouais, moi, c'était dans ma tête, j'étais obligé d'y aller. Ouais. Ah ouais, donc au moins c'était clair. Ah, c'était clair, Dès ouais. le début, avant l'INSEP, tu savais, tu savais que tu allais partir là-bas. Et tu vas. Dis-moi un peu, tu as visité quelle fac, comment ça s'est passé un peu les visites et tout. Ouais, moi, j'avais visité Georgia Tech. Donc ça, c'est en Géorgie du coup, Ouais, à Atlanta. Atlanta. Ouais, juste en face des bureaux TNT, ESPN, c'était, Ok. c'est au milieu de la ville. C'était une très bonne visite aussi. Mais on pensait que le coach allait se faire virer et il s'est fait virer l'année d'après. Ok. Donc, j'ai aussi Utah, parce que Kim et aussi coach Chris Koviak, c'était un super coach. Et donc, j'étais pas loin d'y aller aussi. Ok. Et après, Gonzaga, Tommy Lloyd m'avait recruté. Maintenant, il est coach de Arizona. Et Mark Few, le coach de Gonzaga, il m'avait bien recruté. Et c'était le seul endroit où je voulais aller. Hein, parce que Donc c'était vraiment pour le coach. pour les coachs, pour la culture, parce que à Spokane, c'est pas une petite ville, mais c'est quand même petit pour le Donc ça, c'est dans l'état de Washington, c'est ça? ouais, État de Washington. En haut? En haut à gauche, En haut à gauche, hein. Ouais. nord-ouest. Ouais, ouais. C'est loin. Vers Seattle et tout? Ouais, Ok. enfin le Canada. Il pleut? Il neige. Il neige? Ok. Il neige beaucoup. L'hiver, il neige beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de distractions, tu vois, donc c'est basket. Après, il y a quand même La vie étudiante. La vie Il y a étudiante. la distraction de la vie Des étudiante. distractions étudiantes. Mais ouais, niveau culture, il n'y a pas d'équipe pro aux alentours, donc ils sont tous fans de Gonzaga. C'est vraiment toute la ville. C'est abusé. La salle est remplie tous les jours. Ça a été guichet fermé pendant 20 ans, tu vois. On parle de combien de personnes dans la salle là? Là, il y a 6000 places. Ok. C'est pas énorme, mais Mais quand c'est plein. quand c'est plein, il y a la student section qui saute tout le game, c'est frais. Ok. Ronny Turiaf était là-bas avant? Et quand je visite, il y a Ronnie qui me passe un coup de fil. Il dit faut y aller quoi. Ah, il me dit faut y aller. Et moi, je suis bah ouais. Oui, Ronnie, je t'écoute. Et ouais, non, parce que c'était le meilleur endroit à aller. Et est-ce que tu as eu une période d'adaptation, un petit choc culturel, ou alors comme dit, tu as vu tes frères, tu vois, toute ta jeunesse là-bas, Ouais. tu sais un peu à quoi ça ressemble, tu es content d'y aller, c'est pas comme si tu vois, tu y allais un peu, bon, je sais pas où je débarque, mais est-ce que tu as eu un petit temps d'adaptation par rapport à cette vie aux États-Unis? Un tout petit peu, je pense. Mais sinon, ouais, comme tu as dit, moi, j'ai vu ça quand j'ai grandi, donc c'était plutôt facile. Mon anglais n'était pas si mal, donc juste les cours un peu au début, c'est compliqué, tu vois. Au début, ils mettent un cours de philosophie. Philosophie en anglais, En c'était pas... anglais, même en français, tu vois, je galérais. Donc en anglais, c'était compliqué. Par contre, est-ce que tu peux me parler du cours dont tu m'as parlé hier, s'il te plaît? Ah oui. Bah c'était quoi? C'était la première année aussi. Bah ils mettent philosophie. Et après ils mettent un cours de poterie, céramique. Où ouais, je faisais des pots et des petits. J'ai fait un petit cadeau pour ma mère. Non, mais attends, ça normalement on fait en CP, ça, Oui, c'est pour la ça. fête des mères. Fallait remplir les crédits, tu vois. Donc, Et Yves Ponce, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que lui, il a eu pire à Tennessee, il a eu un cours de marche. Un cours de marche. Oui, il fallait faire 200 mètres en marchant et le cours il était fini. Ça, par contre, c'est pire que la poterie, non? Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est pour ça que j'adore. Quand je Ah me oui, dis, attends, mais le gars, en NBA, il a l'air quand même sacrément con. Mais comment ça se fait qu'il a eu son diplôme, tu vois? Bah, Ah non, oui. s'il a fait de la marche et de la poterie. Il y a des trucs, c'est cadeau. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est bien, il faut être honnête. Oui, non, faut se connaître. Faut être honnête. Sinon, parce que t'as quand même les soirées à faire étudiantes et tout, donc tu peux pas faire les études à fond, quoi. Soirée étudiante, études, basket. Ouais, donc les études, ils calment un peu. Et du coup, à quoi ça ressemble un peu, tu vois, un planning tu vois, je sais qu'il y a une certaine période au début où tu peux pas t'entraîner. Ouais. T'arrives, après tu peux t'entraîner avec l'équipe. Ça doit être aussi bizarre pour un Européen. T'arrives, tu peux pas direct t'entraîner avec l'équipe pour trouver ta place, trouver ton rôle. Ouais, au début, ils te font... C'est quoi ta limite d'or? Genre de 8 heures par semaine en équipe ça change un peu, mais la première période, c'est vraiment que muscu et travail individuel. Ouais, c'était un peu dur au début, surtout ouais, niveau basket, tous comment tu dis, les termes sont en anglais. Moi, je viens de l'INSEP, c'est un peu compliqué, mais après, je m'inclus vite à l'équipe. Ok. Et vous allez au Final Four Ouais, 2017, si je dis pas de bêtises. c'est ça, ouais. C'était où? Phoenix. Phoenix? Une salle,
combien 80 000 personnes Un stade. J'ai eu Willy Gates l'année dernière dans le podcast qui avait fait aussi un Final Four, Ouais. qui expliquait un peu. Mais raconte-nous un peu ton expérience à toi sur la March Madness, sur le Final Four. Ah oui, non, c'est un truc de fou. Hein. Parce que moi, je suis freshman, donc première année. Et en plus, le coach, il me donne des minutes. Donc, moi, je n'étais pas prêt à jouer direct. Hein, et je suis quand même dans la rotation. Et ouais, Final Four, je me rappelle même plus c'est où les premiers tours. Mais oui, premier tour, on a énormément de fans dans tous les arénas. Et ouais, on gagne. Et moi, je pensais que c'était normal, tu vois. Mais d'aller au Final Four. Mais en fait, c'est un truc de fou. Ouais. Et tu vas au Final Four, 77 000 personnes. Donc tu rentres, tu sais, c'est le terrain élevé un peu. Tu rentres, tu vois pas les gens qui sont en haut. Tu vois juste... Tu vois rien. Tu vois les paniers de la lumière, quoi. Mais même pas les paniers, tu vois même pas. Parce que tu sais, les tribunes derrière, c'est tellement loin que tu as l'impression, tu shootes sur un nuage. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Et ouais, moi, c'était une expérience de fou. Hein. En plus, anecdote, en demi-finale, je joue un peu, tu vois, et à la fin, on est à +2. Et il reste genre 6 secondes. Eux, ils ont lancé. Le coach me met au lancer pour prendre le rebond. Donc, je prends le rebond. Ils font faute sur moi. Et là, mec, j'ai la main froide. je tremble. Je dois mettre les deux pour finir le match, tu vois. Et Attends. Tu prends le rebond. Ils font faute. Qu'est-ce que tu te dis? Oh, mec. En plus, je suis de l'autre côté, donc la marche, elle est longue. Hein. Oh là là. Comme un gars qui va sur le green du 18 au golf, qui a le putt. Ouais, c'est ça. Ah oui, la plus longue marche de ma vie. Hein. Tu vois, je marche. Il y a ma famille sur le côté. Je vois, il y a des milliers de personnes. Je me dis, je prends la balle, je shoot. Hein. Faut pas trop penser. Et j'y vais, je mets. Et je pense que j'étais insouciant à cette époque. Hein. C'est qu'après que tu t'es dit waouh. Ah ouais. Et deuxième, pareil. Je mets, et là c'est fini. Là tu cours de partout. T'es en finale, toi. Mais ouais, c'était un truc de fou. Et la finale contre qui du coup? North Carolina. Ok, donc fac historique, fac de Michael Jordan. Fac historique, ouais. Là, le matin du match, t'arrives à rester dans ton match où tu te dis attends, je suis en train de vivre un rêve, un Final Four, tu vois, contre North Carolina. Ouais. Devant 70 000 personnes. Ouais, tu penses pas. En vrai, quand t'es sur le moment, mec. L'année dernière, je jouais contre des salles vides en N1. Ouais. Je me prenais 20 contre Chaland. Et là, ouais. C'est vrai. Ouais, même plus, on se prenait 40. Mais oui, non, là, c'est. Ouais, le matin de match, tu te dis, c'est un truc de fou. Et puis, le match était fou. À la fin, on se fait voler. Il ne s'est pas une touche. Et, c'était vraiment très serré à la fin. Ok. Mais eux, ils avaient plusieurs gars NBA. C'était chaud. Et toi, c'est qui dans ton cursus à Gonzaga, que ce soit un coach, un joueur vraiment qui t'a marqué, tu vois? Bah moi j'étais avec un de mes meilleurs potes, Joël Ayayi. Qui joue à Paris Basket, Qui joue à Paris Basket. Et lui, après ma première année, il est venu en visite. Et il avait quoi? Il avait 16 ans. Donc c'est toi qui l'as fait visiter? Ah, je l'ai bien fait visiter. je l'ai amené dans un bar, alors que normalement c'est 21 ans, tu vois. Et je l'ai bien fait visiter. Et il a dit, ouais, je viens, c'est sûr. Tu as fait God Game? Ah oui. pas à ce point. Enfin, non, pas à ce point, mais oui. Ok. Pour les gens, ils iront voir God Game. Ouais, on avait déjà parlé avec Willy Gates. Ray Allen. Pour le short Instagram ou le réel, on mettra la vidéo de God Game. Vas-y, fais ça. Et en arrivant là-bas, t'es un type de joueur, t'as dit avant beaucoup de musculation, travail individuel, etc. Est-ce que tu te sens progresser? Et est-ce que t'étais le même joueur en arrivant là-bas? Au moins le type de joueur, tu vois. Que tu sois meilleur, ça j'en doute pas. Mais ou alors est-ce que des fois, tu vois, t'as des Français qui vont là-bas, ils jouent 4, on va les faire passer 5 ou tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais la même position, mais un genre complètement différent, je pense, parce que je shootais pas trop avant d'aller aux États-Unis. Ok. Et après ma première année, il y a le coach Riccardo Fois, un Italien, qui m'a changé mon shoot complètement. Et j'en avais bien besoin. Et pendant tout l'été, même pendant plusieurs mois, j'arrivais pas à shooter du tout. D'ailleurs, j'avais les U19 et j'ai pas mis un shoot des U19 du championnat du monde. Donc là,
tu changeais ton shoot. Ouais, mais- Avant est-ce que tu étais vraiment maladroit? Non, bah, j'ai shooté la saison freshman, j'ai shooté à 47%. Mais tu vois, ça, mais juste, c'est. il était moche, mon shoot. Ça, je te demande parce que pour les jeunes, tu vois, que je vois sur Ouais. les camps de basket ou même des joueurs en général, ils n'arrivent pas à comprendre que des fois, il vaut mieux passer un été à pas mettre un shoot. Ouais. Tu vois, et sur le long terme, bah, tu vois, il y a Steph Curry, c'est le meilleur exemple, il en parle quand il a 16 ans, qui change son shoot. Tu vois, toi, tu es à 47%, c'est pas ton shoot, et voilà, 47%, c'est énorme à 3 points, tu vois. Ouais. Mais parce que tu veux encore t'améliorer, et ben tu prends sur toi et tu mets pas, et sachant que tu as quand même un championnat du monde du 19, Championnat du monde du 19, j'ai T'as- sacrifié ça, quoi. tu as de la pression, tu préfères Ouais. sacrifier ça pour le long terme. Ouais. Alors que tu as des gars, des fois, ils te disent non, mais demain, j'ai un match minime département et tu vois, je me sens plus à l'aise comme ça, tu vois. Ça, c'est super important, tu vois. Ouais. Et justement, pour toi, ça a dû être extrêmement dur. Et comment tu as réussi à passer ce cap-là de te dire, bon, bah, pour le long terme, c'est mieux pour moi, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est extrêmement dur, hein, parce que oui, je lui dis, mais mon shoot, il est bien, ça rentre, tu vois. Regarde, tu vois, ça rentre. Mmh. Mais après, j'avais la main un peu au-dessus de la balle, c'était un peu bizarre, tu vois. Et non, moi, au début, j'y croyais pas, hein. Bah, j'ai insulté le coach tout l'été. Après tous les matchs de championnat du monde, mais bâtard, Texto et tout. Ouais, t'as tué mon shoot. Et maintenant, j'en suis très reconnaissant. Mais Ouais. oui, mais c'était vraiment tous les jours, tu vois, faire la routine de changement, de shoot plus devant, tu vois. Et Bah, c'était comment un peu avant? moi, j'avais la main vraiment au-dessus. La deuxième main, du coup, ouais. Ouais, Ok. vraiment au-dessus de la balle. Et presque, je me contrais, tu vois. Ouais. Et maintenant, vraiment, bah, tu vois, Ouais, c'est plus sur le côté. Mais et ouais, du coup, ouais, mais je l'ai insulté tout l'été. Ouais. putain, ça, c'est... Surtout qu'en U19, t'as quand même des vrais enjeux, quoi. C'est... Ah ouais, c'était. Et tu fais donc 4 ans à Gonzaga. Tu fais 4 ans parce que t'as tellement kiffé l'expérience, ou tu fais 4 ans parce que tu veux te faire drafter, mais tu sais des fois comment ça se passe, t'es pas forcément sûr d'avoir Ouais. une place, donc je reste, etc. Bah, j'ai eu quelques blessures à Gonzaga aussi, tu vois. Ma deuxième saison, c'est la meilleure que je fais. Et j'essaye de faire la draft. Je me fais une petite cheville, et après je me dis c'est trop tôt. Après, saison junior, c'est pareil. J'ai des blessures, donc je fais pas une saison de fou, quoi. Et bah, du coup, bah, j'étais obligé de faire la senior year. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai pu finir mon diplôme, tu vois. Je suis parti avec un diplôme. Et en plus, après, je suis content d'être resté parce que j'étais plus mature et j'étais plus prêt à la NBA après 4 ans de NCAA, tu vois. Ok. Si j'étais parti après 2 ans, je suis toujours un enfant, quoi. Ouais, J'étais ouais. pas prêt à la NBA. Bah maintenant, les jeunes, ils vont tellement vite que. Mais tu vois, MVP championnat d'Europe U16, maintenant, il y a un gars qui fait ça, on se dit à 18 ans, il est en NBA, tu vois. Ouais. Et c'est marrant, tu vois, toi, de voir ton cheminement, de dire, bon, moi, je suis pas prêt. Après, t'as aussi eu, comme tu dis, des blessures. Ouais. Mais faire 4 ans et au final, tu finis, t'as quoi? T'as 22 ans, quoi. Ouais, 22 ans. 22 Ouais. ans. Et derrière, t'es pas drafté? Non. Comment tu vis un peu cette expérience? Tu le sentais ou c'est vraiment un échec? Non, je le sentais un peu. Bah, c'était l'année Covid, c'était vraiment bizarre la draft. Elle faisait que la repousser. C'était en novembre la draft. Hmm. Et moi, je savais qu'ils avaient mis. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient mis un red flag sur un de mes genoux. Ok. Donc, je savais que c'était un peu chaud. Mais bon, je savais que j'allais quand même trouver une équipe après la draft Ok. si je me fais pas drafter. Je savais que Memphis était très. Parce que t'avais fait des workouts avant? Ils étaient venus faire un workout parce que t'avais pas vraiment le droit, mais ils étaient Ok. venus faire un workout à Spokane, ils étaient venus à Gonzaga. Ok. Donc je savais qu'ils étaient très intéressés, même il y avait d'autres équipes aussi. Mais du coup, je savais qu'il y a quelque chose Il y aurait quelque chose. dans la poche. Ouais. Ok, donc quand t'as pas été drafté, c'était pas non plus la fin du monde. Non. Tu savais qu'il y avait. Et du coup, J'étais même plus content qu'on me draft pas dans une équipe qui me veut pas et que je choisisse après une équipe qui me voulait, tu vois. ouais. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font drafter les 10 derniers picks, des fois, même 15, des fois, ils ont un pick, ils sont obligés de l'utiliser. Et c'est pas vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Hmm. Alors que après la draft, c'est là où ils signent les two-way, tu vois, les two-way contrats. Et là, ils prennent les gars qui ont un potentiel de jouer dans leur équipe. Hmm. Et donc tu signes en two-way à Memphis. Ouais. Comment ça se passe quand on te signe un two-way, on t'explique que tu vas passer un certain nombre de jours en G-League, certain nombre avec la NBA. Bien sûr, je pense pour toi, le but, c'est d'aller plus vite en Ouais, non, en ils te NBA. disent, t'es avec l'équipe NBA quasiment tout le temps.
Et des fois, tu vas faire des matchs en G-League. Mais la première saison, il n'y avait même pas de G-League à cause de Covid. Donc j'étais avec l'équipe toute l'année. Ok. Et le contrat que tu signes, par contre, tu peux négocier le montant que tu veux parce que sur les drafts, tu as un barème. Ouais. Ok. Non, Two-Way, ça a augmenté maintenant. Mais à l'époque, moi, c'était 450 000. Ok. Maintenant, je crois que c'est 600 000, tu vois. Ok. Et c'est tous la même chose. Ok. Et c'est garanti. Ok. Donc c'est quand même bien. Ouais. T'es pas obligé de jouer. Tu sais, avant, Two-Way, c'était différent. Mais... Ok. Et donc Memphis, t'arrives là-bas, c'est une équipe quand même qui, à cette époque-là, il me semble que c'est une des top équipes à l'Ouest. Ouais, nous on arrive, on fait le play-in, on gagne les play-in contre Golden State, la première saison, et on fait les playoffs, après on se fait tuer par Utah d'ailleurs, de Rudy. Ils étaient chauds cette année, ils étaient premiers. Chez ton frère. Ouais, à Salt Lake City. Et non, ouais, c'était une saison, mais c'était une saison sympa pour moi, enfin sympa. J'ai pas beaucoup joué, mais j'ai appris et ils m'ont bien, je me suis bien amélioré, ils m'ont bien kiffé, donc l'année d'après, ils voulaient me re-signer, donc c'était sympa. Bien. Et à quel moment, toi, tu vois, bien sûr, tu as le niveau. En collège, tu as joué contre plein de gars qui vont NBA, tu vois. Ouais. Mais toi, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu as un moment où tu te dis, je sais pas, un entraînement, un match où tu te dis, ah, bah, maintenant j'y suis vraiment et je vois que j'ai le niveau pour ça, tu vois. Ouais, bah le premier match où bah déjà le premier 3 points que je mets, tu vois, c'est une délivrance. Tu dis ouais, premier point NBA, c'est sympa. Après, quand je joue contre des gars comme LeBron ou t'es sur le même terrain que LeBron ou KD, tu vois, tu dis c'est un truc de ouf. Ouais. Tu dis je suis là, quoi, j'y suis. Ouais. Et c'est là que tu dis là. Et toi, en plus, tu joues avec star comme Ja Morant. Ouais. Athlétiquement, tu sautes. Est-ce qu'il a fait du volley lui ou pas? Non, mais il aurait dû. Il aurait dû. Parce que ouais, non, si tu sautes pas à l'entraînement, tu t'écartes. Hein. Ah, c'est abusé. Faut laisser. C'est abusé. Ouais, c'est fort. Et en NBA, est-ce que tu penses que t'as eu ta chance dans le sens t'arrives dans une équipe, voilà, top équipe à l'Ouest, on ne donne pas non plus 30 minutes direct, tu vois. Comment au quotidien tu vas réussir à faire des choses pour avoir une place et quand même rester dans la rotation, tu vas être important. Je me souviens un moment, parce qu'au final, tu es un joueur quand en France, tu sais que je crois que j'avais jamais vu ta tête un moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est Kylian Tilly. D'abord, on t'a vu avec les U16, mais les matchs de U16 ne sont pas diffusés. Oh, non. Donc on voit le nom. Après, tu vas à Gonzaga, mais les matchs sont au milieu de la nuit, tu vois, par le Final Four, ou peut-être qu'on a vu 3 minutes de highlights, ok. Et après, tu vois, on va à Memphis, et peut-être une fois, on voit une vidéo, mais au final, en France, on t'a jamais vraiment vu jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai. Donc, toi, comment, tu vois, dans une équipe comme ça, top équipe à l'Ouest, t'arrives à te dire, bon, bah, tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à grappiller des minutes? Ah, je sais qu'il faut vraiment que je sois une star dans mon rôle, tu vois, donc vraiment être un role player, parce que... Mais est-ce que tu faisais déjà un peu à Gonzaga, ou alors à Gonzaga, c'était différent et t'avais beaucoup de ballons, tu vois? À Gonzaga, j'avais plus de ballons, parce qu'en plus, on jouait beaucoup avec les bigs. Donc, j'avais vraiment beaucoup de ballons. J'avais des gars intelligents. J'avais Joël qui savait. Moi, j'avais les pick and roll. Bah, je choisissais Joël, parce que je savais qu'il allait faire le bon read, tu vois. Du coup, ouais, à Gonzaga, j'ai plus de ballons. En NBA, c'est plus compliqué. Vraiment, moi, je courais de corner à corner. Et tu fais ça tout le match, quoi. Tu regardes déjà faire des trucs de ouf. et toi, t'es dans le corner. Et si te la passes, tu dois shooter. Hein. Ouais. Sinon, ils sont pas contents. Donc, c'est dur parce que t'as pas trop la balle dans les mains. T'as pas de rythme. Et dès que t'as la balle, faut shooter. Donc, c'était un peu compliqué, ça, quand même, au début. Et après, au fur et à mesure, tu t'habitues. Mais en plus, les salles, elles sont gelées. C'est vrai. Ils mettent la clim à les Américains, ils mettent la clim à des millions, et t'arrives, t'as les mains, elles sont gelées, tu reçois la balle, ça fait mal, tu vois, après, tu dois shooter. C'est bon, t'as mis 2 lancers froids devant 70 000 personnes. Ouais, bon, j'étais jeune. Mais ouais, je te dire, c'est... Mais bon, tu t'habitues, quoi. Mais il faut vraiment être une star. Après, il faut vraiment savoir défendre. Ok. Parce que, je me rappelle, t'as Lucas en fin de possession, et tu vois, il fait viens là, toi. Moi, j'étais dans le corner, je défendais, il fait viens là, ramène-moi le switch, et tu vois, du coup, t'es obligé de venir switcher et t'es obligé de bien défendre. Parce que... Et comment ça s'est fini? De toute façon, même si tu défends bien, il peut marquer quand même. T'as fait un stop? Ah oui, je me rappelle bien. Mais oui, mais faut. Tu nous enverras la vidéo? Ouais, si je l'ai. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et pendant.
T'as souvent eu des blessures dans ta carrière. Ça, tu nous as dit que ça a commencé un peu à l'INSEP. Derrière la fac aussi. Ouais. En NBA aussi. Ouais. T'attribues ça un peu à quoi? J'avais eu Léo Westerman l'année dernière qui a aussi eu beaucoup de blessures dans le podcast. Je lui ai posé la même question, tu vois. Surtout que lui, c'est quelqu'un qui a toujours pris soin de son corps, super pro. Toi, j'ai l'impression aussi, à moins que tu me dises que tu as fait trop de soirées étudiantes. Non, voilà. ouais, j'en ai fait Mais pas mal. Mais j'ai pas l'impression que c'est à cause de ça. Non. T'attribues ça un peu à quoi? Tu as de la malchance Ouais, je pense de la malchance. Parce que vraiment, oui, je faisais le boulot, je faisais toutes les routines qu'il fallait faire. Nutrition était bien. Après, je pense que je me suis amélioré au fur des années. À Gonzaga, je pense que c'était pas fou non plus. Mais dès que je suis arrivé en NBA, je me faisais payer, je pouvais acheter de la bonne nourriture, tu vois. Parce qu'à l'université, on était pauvres. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, que Ouais. maintenant les gars ils gagnent des millions en fac. Ouais. Mais toi tu me disais tu pouvais même pas, un coach pouvait pas t'acheter une boisson quoi. Ouais. Un truc de, tu pouvais pas te faire acheter un café par quelqu'un. Maintenant, ils se prennent des millions. C'est deux salles, deux ambiances, hein, c'est différent. T'es quelques années près. Hein. Ah ouais, putain. Là t'aurais fait 8 ans en fac. Ah mais oui, il y en a ils font ça. Il y en a ils se font red shirt, tu vois. Bon, je reste 6, 7 ans. Mais oui, non. Et donc tu prenais quand même soin de ton corps, je prenais soin notamment de mon NBA. corps et même en NBA, je pense ma vraie blessure qui m'a vraiment arrêté, c'était mon opération du dos. Ok. Et ça, c'est arrivé, je pense, avec tous les voyages et tout. Ça commençait, tu sais, doucement. Donc ça, c'est vraiment une blessure. C'est pas une chute, c'est petit à petit, quoi. Ouais, bah je crois que ça a commencé sur une chute, d'ailleurs. C'était mouillé sur le sol. Et j'ai fait grand écart. Et je m'étais fait un truc derrière le dos, vers le fessier. Et depuis ça, doucement, je me suis le dos de pire en pire, de pire en pire. Au bout d'un moment, j'arrivais même plus à m'asseoir comme ça. Et t'avais quel âge? J'avais 24. 24 ans et là, t'arrivais pas à t'asseoir. J'arrivais pas à m'asseoir, j'étais obligé d'être comme ça parce que j'avais trop mal. Ok. Et là, j'étais obligé de faire l'opération. L'opération s'est mal passée. Le chirurgien, il a fait de la merde, il a touché un nerf. Donc j'étais... Et à partir de là, les équipes NBA m'ont... Bah, Memphis, ils m'ont gardé un peu, tu vois, pour faire la réduc, mais après, ils m'ont coupé avant la saison. Mais comment ça se passe, du coup, une réduc comme ça? Parce que tu sais que le gars, il a fait n'importe quoi. Ouais. Donc il touche un nerf. Donc au final, ton opération, elle est finie, mais t'as encore mal. Ouais. Enfin, j'avais plus mal, mais j'avais des problèmes de sensation dans la jambe, quoi. Ok. Donc j'arrivais pas... Ouais, j'avais du mal à... Ok. J'arrivais pas à faire un calf raise, tu vois. Ouais, tu pouvais pas montée de mollet. Monter de mollet, quoi. Ouais. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Ouais. Et donc, et là, comment, qu'est-ce que, bien sûr, tu dois être super, super triste, super frustré. En plus, on parle de quelqu'un comme toi où tu disais, t'as toujours été athlétique. Ouais. J'ai toujours dit, ça doit être encore plus dur pour les gars qui mettent la tête à l'anneau. Tu vois, moi personnellement, hein, demain, j'ai un souci, ok, bien sûr, ça va m'énerver, mais j'ai jamais été habitué à sauter haut, courir vite. Mais toi, est-ce que tu te dis, bon, avec du travail, ton père a toujours dit, le travail paye, ça va revenir un jour, ou des fois tu te dis, écoute, je sais plus quoi faire, tu vois, je fais tout et ça passe pas, quoi. Ouais. Non, moi j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur que ma carrière s'arrête, hein, parce que j'arrivais pas à jouer, je pouvais pas jouer. Les équipes ne voulaient pas que je joue. Et ouais, non, ça m'a fait peur. Mais bon, je me suis dit, ouais, continue de travailler, continue de venir à la salle tous les jours, faire la réduc, et un jour ça va revenir, tu vois, ça va te rendre plus fort, toujours ça te rend plus fort. Et t'en as... Ça a duré combien de temps tout ça? Bah ça a duré toute l'année, j'ai pas joué de l'année, la saison. Donc saison 2022-2023, j'ai pas joué. Après j'essaie de revenir, et vu que tu vois, je compense énormément, bah, j'ai toujours différents problèmes de sensation de mollet, du coup je me fais un truc à la cheville. Et là, l'autre saison 2023-2024, out encore. Wow, 2 ans, quoi. 2 ans, je suis au fond du trou, quoi. T'as pensé arrêter le basket des fois ou Peut-être genre dès que ça arrive, tu vois. Ouais. Vas-y, ça me saoule. Et après le lendemain, tu te dis bon. Bon, ouais, je kiffe le basket. Ouais. Y a que ça qui me fait plaisir, tu vois. Donc je pouvais pas arrêter, non. Et est-ce que dans ces moments-là, t'avais des passions à côté, des choses qui t'ont un peu fait tenir hors basket? Ouais, bah moi, je pense, ma famille m'a beaucoup aidé. Après, j'en ai profité pour me marier avec ma femme.
Donc les trucs en dehors, ça m'a bien aidé. Préparatif du mariage, il faut penser à des Ouais, trucs. ouais, ça c'était relou. Mais Attends, on enlève. non, mais elle sait. Parce qu'on a fait en France et elle est américaine. Et Ok. du coup, moi, j'ai dû faire plus que j'avais prévu. Ouais. Plus que si J'avais j'avais été en prévu. saison, quoi. J'avais prévu de venir au mariage, tu vois, Comme moi, quoi. surprise. Comme moi. Ouais, ouais, toi, t'as bien fait. Mais ouais, du coup, ouais, tu profites pour faire ça. Tu profites de ta famille. Et voilà. Et le moment où tu remets un pied sur le terrain, c'était quand? Donc 2 ans plus tard? C'était en Summer League, là, l'été 2024. Ok, donc c'est que t'avais un contrat garanti ou pas, non? Moi, j'avais un contrat garanti avec Memphis, ouais. Ok. Donc, j'avais contrat garanti. J'avais signé 2 ans. Donc, la première année, je joue. Et après, là, l'année où je me suis blessé, il me coupe avant la saison. Donc, je me fais quand même payer. Donc, c'est quand même pas trop mal. Il te coupe, mais donc t'as tout ton salaire? Ouais, Ok. parce que c'était contrat garanti. Donc, Ok. j'avais de la chance. T'es déçu, mais bon. Je prends quand même mon petit chèque. c'est Ouais, pas grave. Ouais. Mais bon. Et au moment où tu rejoues ton premier match de Summer League, ok, c'est que de la Summer League, mais tu dois dire j'y suis, quoi. Ah oui, Ou alors c'était- t'as quand même un petit stress de te dire putain, Oui, j'avais tu un vois, stress. appréhension, je me reblesse. Oui, bah il y a toujours ça, hein. Il y avait ça, mais non, j'étais content. En plus, je crois qu'il y avait mes parents. Il y avait mes parents, mes frères, mon frère qui était venu, Kim. Donc ouais, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Hmm. Défonce-toi. On sent que la famille pour toi c'est quand même super important, hein. Toujours, Ouais, tu vois, bah, l'événement cool, mais le fait que tu parles souvent, tu vois, de ton frère, ouais. la famille qui soit là, ça rajoute encore un truc, quoi. Bah, ils m'ont beaucoup aidé. Mais tu sais, on se voit pas du tout. Hmm. On se voit peut-être 5 jours, une semaine dans l'année. Ouais. Dans l'année. Donc C'est vrai que ça fait pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Donc quand on se voit, on profite, tu vois. Et c'est quoi pour toi, tu as quelque chose sur les longues blessures comme ça, ou sur les blessures en général, qu'une personne lambda, tu vois, comprend pas? Bah, le plus dur, c'est mentalement. Parce que tu te dis. Bah, mentalement, tu te questionnes tout le temps. Est-ce que je vais être le même joueur que j'étais? Est-ce que je vais pouvoir faire les mêmes choses? Parce que nous, faut qu'on continue de performer quand on revient. Et les équipes, elles oublient vite. C'est ça le truc. Il y a 2 tellement, ans, tellement moi, de joueurs sur le marché. il y a ils disent, tellement de bon, joueurs sur le c'est marché. pas toi, c'est un autre, quoi. Donc ça oublie très très vite. Moi, on m'a oublié très vite Mm. pendant ces 2 années. Donc faut essayer de pas trop y penser, hein. Pas trop y penser. Tu viens à la salle tous les jours, tu fais tes trucs, tu fais tes routines. Et un jour, ça va payer. Et c'est vrai qu'en plus, quand ça t'arrive pas à toi, tu vois, je sais pas, n'importe quel sportif qui se blesse à la télé, bon, déjà de une, tu t'en fous parce que c'est pas toi. Mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et de deux, tu te dis, ah, c'est bon. Peu importe la blessure, hein. Comme c'est loin de toi, Ouais. tu te dis, ah, c'est bon, il va revenir, quoi. Ouais. Mais on se rend pas compte à quel point c'est vraiment dur, tu vois, tous les jours, tu vois, de se lever sur des grosses blessures, tu vois. Et notamment que quelqu'un comme toi qui est en NBA, tu touches ton rêve du doigt, et là, Ouais. bam, 2 ans comme ça. Derrière, dis-moi un peu comment tu arrives à signer à Malaga derrière. C'est quoi un peu le processus? C'est eux qui te contactent? C'est toi qui veux plutôt revenir en Europe pour Ouais. retrouver du rythme? Ouais, je voulais revenir en Europe pour jouer. Parce que je savais que ça allait être compliqué en NBA. Et je pense que les équipes, elles avaient toujours dans leur tête que je suis un mec qui se blesse, tu vois. Mm. Et en NBA, ils blaguent pas avec ça. À part si c'était une star, quoi. Mais ouais, moi, du coup, il fallait que je joue la Summer League. J'ai joué avec Boston pour montrer que tu vois, j'étais de retour, Mm. que je pouvais jouer. Et le coach de Malaga avait coaché Kim à Baskonia. Ok. Donc il connaissait, il était toujours en contact. Donc ça nous a bien aidé. Et du coup, il disait que c'était intéressé. Et ouais, du coup, ouais, pour moi, c'était l'endroit parfait pour revenir en Europe, hein. Donc à ce moment-là, tu es quand même content de trouver une équipe du standing de Malaga, quoi. Ah oui, ouais, j'étais inespéré, mais pourtant, ouais, j'étais très content. Top équipe en Europe, Top endroit. top endroit, très top endroit. Et ouais, très top équipe. L'équipe était top, et elle est toujours top. Ouais. Raconte-nous un peu, ça fait quoi de vivre à Malaga? Ah, c'est la belle vie, hein. C'est Soleil toute l'année. c'est soleil toute l'année. La bonne bouffe, les tapas, c'est sympa, hein. Non, moi j'aime bien. Par rapport à Spokane.
Oui, par rapport à Spokane, c'est différent. Spokane, c'est la neige tout le temps, c'est bien différent. Et tu vois, tu me disais avant, tu faisais corner Ouais. avec Ja Morant qui faisait de la magie. Quand tu arrives dans un basket comme le basket espagnol, Malaga avec ses spécificités en plus, ça te surprend? Tu t'attendais à ce genre de jeu? Est-ce que tu arrives à t'adapter rapidement à ça? Ouais, non, je m'attendais quand même à ça parce que j'ai regardé tellement de matchs de Kim en Espagne. Donc, moi, je m'attendais à ça. Je cours quand même pas mal de corner à corner des fois, tu vois. Des fois, ça... Il me dit, ouais, cours corner. Ouais, ok, mais bon. Donc, oui, j'ai des flashbacks de Memphis, tu vois. C'est pas le truc le plus frustrant au monde, ça. Ouais, Souvent, je dis aux gens, le corner, mais c'est l'enfer pour un basketteur. Ah ouais. Et les gens, ils disent, non, je comprends pas, tu peux stretcher le terrain. Ouais, Non, mais les gars, le corner, pour moi, c'est la prison. Oui, c'est... Et quand on te dit, va encore un peu plus corner. Ouais, mais là je sais pas si tu là, sais, c'est mais l'extrême corner. Il y a une ligne de touche, là. Tu veux pas non plus que j'aille en touche dans les tribunes. En plus, il n'y a pas la place, tu vois. T'as la balle, si tu drives, tu mets le pied dehors. Exactement. J'ai fait ça le match dernier, en plus. Ouais. Oui, non, c'est... Donc des fois, tu fais encore un peu de corner, mais le jeu tourne plutôt bien quand même. Il y a beaucoup de systèmes à connaître, mais c'est bien parce que j'aime bien jouer comme ça. J'ai grandi comme ça, tu vois. Tu as grandi dans le basket européen et c'est un peu ce que tu reviens à ça, quoi. Ouais, et ça fait plaisir. Surtout que tu tombes dans une équipe qui gagnait, qui a gagné la BCL déjà avant toi, ouais. Je crois qu'elle a gagné la Copa aussi avant la que Copa t'arrives. l'année d'avant. L'année d'avant. Ouais. Un groupe où j'ai l'impression où malgré les belles saisons, pour les gens qui suivent un peu moins le basket, Malaga c'est une top équipe européenne mais qui est pas en Euroleague. Et malgré ça, le noyau dur, tous les joueurs qui jouent bien ne partent pas, quoi. Ouais. Ils restent. Pourquoi? Alors, je pense que l'endroit aide aussi. S'il pleuvait, ce serait peut-être un peu différent. Mais tu penses c'est aussi parce que l'équipe s'entend tellement bien, l'alchimie? Ouais, l'alchimie est vraiment top. Et ouais, non, le coach était top aussi. Et ouais, non, les gars jouaient ensemble. Ils avaient tellement de plaisir à jouer ensemble qu'ils sont restés plusieurs années. Et ouais, l'année dernière, on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. On a fait quoi? On a fait 4 trophées. 4 trophées. Vous avez fait la coupe intercontinentale, à Singapour. Donc ça, coupe intercontinentale, c'est... Ça compte comme un trophée. Ouais, mais attends. Non, mais bien sûr, ça compte comme un trophée. T'as gagné, au final. Oui. Mais vous avez joué qui? On a joué... Donc en gros, c'est le vainqueur des différentes coupes européennes sur les différents continents, c'est ça? Ouais. Pas coupe européenne, des coupes sur les différents continents. Les coupes FIBA. Coupe FIBA, donc pas l'Euroleague, mais donc vainqueur de la Champions League, donc vous. Donc vainqueur du championnat en Afrique, je suppose. C'est ça. Cette année, on a joué, je crois que c'était Libye. Ok. Une équipe libyenne. L'année d'avant que je te parlais, je crois qu'on avait joué Al Riyad, c'était une équipe libanaise. Ok. Après, il y avait une équipe, je me rappelle pas, asiatique, tu vois. Mais cette année, on a joué les Japonais. Et vous avez fini contre la G-League? Et après, on a fini les 2 fois contre la G-League. Avec le mec qui l'ouvrait au temps mort en disant que c'était de la merde l'Europe. Ouais. Et maintenant, il a signé en Europe. Il disait, nous, on joue pas pour ça. On joue pour gagner des millions en NBA. Et nous, on a vu ça. Ça vous a motivé? Ah oui, on ne peut pas perdre comme ça. Ouais. Non, faut leur montrer c'est quoi le vrai basket, tu vois. Et on les a bien montré. C'est bien ça. Ouais. On adore. Et au final, on voit que dans ta carrière, t'as souvent gagné quand même. T'as eu la chance, entre guillemets, de souvent gagner. Entre très jeune, championnat d'Europe avec l'équipe de France. Après, tu vas à Gonzaga. On gagnait pas, mais... Bon, on gagne les conférences à chaque fois. Enfin, on gagnait pas mal de trucs. Après, tu peux pas dire c'est que t'es un winner que si tu gagnes le titre, parce que bon... y a pas beaucoup. Voilà. Derrière, tu reviens en Europe. Bon, tu tombes aussi dans un système, mais est-ce que tu penses avoir un peu cet aspect de winner, quoi? Oui, bah, c'est le plus important. Moi, le plus important, c'est ça. Hein. Je m'en fous un peu des stats et tout. J'essaie de faire ce qui est le plus important pour gagner à chaque fois. Et aussi, j'ai de la chance de signer dans les bonnes équipes, dans les bons endroits. Donc, mais c'est aussi les équipes qui te veulent parce qu'ils savent, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que si t'as un cancer, Oui, non, faut, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Et donc là, quel âge t'as maintenant?
27. 27 ans, première sélection en équipe de France. Je sais pas quand le podcast va encore sortir, tu vois. Pardon. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a appelé? Bon, déjà, on a appelé Kevin, apparemment. Ouais. Bah, d'ailleurs, je reçois la lettre et il y a écrit Kevin Tilly. Donc, j'ai dit à Kevin, vas-y, prépare-toi à aller à Rouen. Et il était chaud. Il était chaud. T'apprenais à shooter avec tes parents quand t'étais plus petit. Ouais, non, vaut mieux pas. Après, lui, il saute. Hein, donc, comme je t'ai dit, il faut qu'il saute, mais il peut pas sauter qu'un ballon dans les mains. Ok. Avec les voleurs. Alley-oop, que des alley-oop. Ouais. Il faut lui envoyer que des alley-oop. Mais du coup, il est pas venu. Donc, je suis venu moi, là, aujourd'hui. Et beaucoup de fierté d'être appelé. Parce que moi, j'attendais ça depuis longtemps. Hein. Bah, je pense que pendant un petit bout de temps, t'étais proche, quoi. Ouais. Tu vois, même les années Gonzaga, peut-être juste après, tu vois. Années Gonzaga, je sais pas si... Non, mais après, tu vois, les premières années Memphis, la première, tu vois. Ouais, j'étais pas loin, mais toujours un petit truc, une petite merde. Et moi, j'attendais ça parce que toute ma famille, ils ont tous joué en équipe de France. Bon, t'as des JO à gagner en 2028, du coup. Putain. Ça fait plus de pression. Donc, ouais, non, c'est toujours les objectifs. Donc, ça fait plaisir d'être appelé première fois ici. Justement, après toutes les blessures que t'as eues, est-ce que t'as encore des objectifs peut-être aussi élevés? D'ailleurs, je sais pas si quand t'étais plus jeune, t'avais des objectifs ou c'était vraiment, tu vois, au jour le jour. Mais est-ce que maintenant, après les blessures et les galères, t'as encore cet aspect, je veux aller plus haut, etc. Ou alors c'est vraiment, écoute, j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir me lever, tu vois, chaque jour et de pouvoir jouer au basket. Et après, advienne que pourra, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours été un peu comme ça, tu vois, vraiment au jour le jour. Même avant, du coup. Même avant, même plus maintenant, beaucoup plus maintenant. Parce que je me dis, ouais, tu vois, j'aurais pu arrêter, tu vois. Donc maintenant, moi, dès que je suis sur un terrain à jouer au basket, je suis content. Et c'est ça l'objectif, moi, c'est de rester sur le terrain. Donc après, ouais, il y a toujours il y a les objectifs des JO, c'est compliqué parce qu'avec les gars qu'on a, mais c'est toujours un objectif parce que mes deux frères et mon père y étaient, ils étaient ensemble à Rio. Après, les volleyeurs, ils étaient à Tokyo. Donc ouais, c'est toujours un objectif. Et, ils vont te chambrer sinon. Bah oui, je suis le seul. Déjà, l'équipe de France, ils m'auraient chambré si j'avais pas été appelé là. Donc oui, non, il faut. Ah, tu pourras leur dire, mais les blessures, les gars. Oui, c'est comme les mecs, les croisés, tu connais. Les croisés, gros. Et si maintenant, pour finir l'épisode, si t'avais un message, généralement, je dis à toi quand t'étais plus jeune, mais là, je te dirais plutôt à toi dans ta période la plus noire, tu vois, quand t'étais blessé. Ouais. Si t'avais un message maintenant que tu pouvais dire à ce gars-là. Lâche pas et continue à venir tous les jours à la salle avec le sourire. Et les bonnes choses vont arriver. Si t'as le sourire, si t'as toujours le sourire, des bonnes choses vont toujours arriver pour toi. Donc voilà. Peut-être qu'un jour tu pourras même passer dans un épisode des mauvaises langues, quoi. Ah oui, ça serait incroyable. Si ça arrive, incroyable. La consécration. La consécration. Bon, Kylian, merci pour ton témoignage, super intéressant et super content de t'avoir connu. Très belle rencontre. Ouais. Et si un jour je peux prendre un cours de céramique, je t'apprendrai. Merci beaucoup, merci, mon gars. Nico. Ça fait plaisir.